Alors dans cette vidéo, nous allons étudier les politiques conjoncturelles. Alors face aux différents déséquilibres macroéconomiques qui peuvent exister, ça peut être par exemple une inflation trop forte, un chômage trop élevé, un déficit commercial, etc., les pouvoirs publics vont intervenir. Ils vont mettre en place ce que l'on appelle des politiques conjoncturelles qui visent à améliorer l'état de santé de l'économie à court terme. D'accord? Puisque toutes les politiques économiques à moyen long terme sont plutôt des politiques d'ordre structurel. Alors les pouvoirs publics vont pouvoir utiliser d'un côté la politique budgétaire, autrement dit ils vont utiliser le budget de l'État, ses recettes et ses dépenses, en faisant varier les recettes et les dépenses, donc ils vont réguler en fait le niveau de l'activité économique. Et les pouvoirs publics vont également pouvoir s'appuyer sur la politique monétaire qui, quant à elle, est entre les mains de la Banque centrale. L'utilisation simultanée de la politique budgétaire et de la politique monétaire s'appelle du policy mix. Alors, commençons par la politique budgétaire. Donc, il y a le mot budgétaire, c'est-à-dire qu'elle concerne exclusivement les APUC, les administrations publiques centrales. Donc, l'État utilise son budget, dépenses-recettes, comme instrument de régulation. Au niveau des dépenses, par exemple, il va pouvoir créer des postes de fonctionnaires, des emplois aidés pour diminuer le chômage, il va pouvoir augmenter l'investissement public pour pouvoir stimuler l'activité économique, verser des subventions aux entreprises, par exemple pour pouvoir les inciter à accroître leurs dépenses en recherche-développement. Au niveau des recettes, il va pouvoir augmenter les impôts pour réduire son déficit budgétaire ou éventuellement pour financer des dépenses d'investissement, des grandes infrastructures de transport, de communication, etc. Il va pouvoir réduire les impôts pour stimuler la consommation, l'investissement, et par là même il va stimuler l'activité économique. Il peut mettre également en place des taxes pour modifier les comportements des agents économiques, on appelle ça des incitations. Alors les dépenses et les recettes jouent un rôle spécifique que l'on appelle en fait le rôle des stabilisateurs automatiques. Ça veut dire que les dépenses et les recettes vont atténuer les variations des cycles de l'activité. Quand, par exemple, l'économie se porte super bien, qu'il y a une très forte croissance économique, ça veut dire qu'en fait, le pouvoir d'achat des ménages sera élevé, les bénéfices des entreprises seront également élevés. Dans le premier cas, pour les ménages, ils devront verser en fait davantage d'impôts sur le revenu. Au niveau des entreprises, elles devront verser davantage d'impôts sur les sociétés. On voit qu'en fait, quand ça va bien, on verse plus d'impôts, plus de taxes, ce qui fait que ça limite la progression du pouvoir d'achat des ménages et ça limite finalement le niveau après impôt de bénéfices des entreprises. Donc ça permet un petit peu de calmer les pressions inflationnistes qui pourraient en découler. Inversement, quand ça va mal, qu'il n'y a pas suffisamment de demande globale, pas assez de consommation, pas assez d'investissement, le pouvoir d'achat des ménages est en berne, leurs revenus sont globalement pas assez suffisants, les impôts sur les bénéfices des entreprises ne sont pas très élevés, les ménages vont payer moins d'impôts sur le revenu, les entreprises vont payer moins d'impôts sur les sociétés, on voit que justement ça permet un petit peu de limiter la baisse. Donc en fait, c'est ça que l'on appelle des stabilisateurs automatiques. Quand ça va très bien, ça empêche que la machine s'emballe et qu'on aboutisse à une inflation forte. Et quand ça va pas très bien, c'est censé justement limiter la casse, entre guillemets. Alors commençons par voir la politique budgétaire de relance, qu'on appelle également la politique budgétaire expansionniste. Alors les travaux donc de John Maynard Keynes ont mis en avant l'importance de la politique budgétaire pour réguler l'activité économique, ce qui avant les années 20 n'était pas très utilisé. En général, les interventions publiques, d'un point de vue budgétaire, se restreignaient surtout aux fonctions régaliennes, autrement dit, tout ce qui est relatif à la justice, à la défense nationale, à la police, plus largement, on pouvait inclure également l'éducation. Mais avec les travaux de Keynes, on s'est rendu compte que finalement, ça pouvait quand même être intéressant quand les pouvoirs publics intervenaient dans l'économie pour d'autres raisons. La régulation de l'économie par les pouvoirs publics permettait de sortir de ce qu'il appelle l'équilibre de sous-emploi. Alors un équilibre de sous-emploi, en fait, c'est tout simple. Il faut se placer sur deux marchés, le marché des biens et le marché du travail. Eh bien, l'équilibre de sous-emploi, c'est quand tout simplement on a un équilibre sur le marché des biens, autrement dit la demande de biens est égale à l'offre de biens, mais qu'on a un déséquilibre sur le marché du travail, que l'offre de travail, qui provient des ménages, est supérieure à la demande de travail qui provient des entreprises. Autrement dit, on a du chômage. Ça s'explique tout simplement, en fait. On peut très bien avoir
un équilibre sur le marché des biens, mais qui ça, c'est à un niveau très faible. Pas beaucoup de demandes de biens, donc automatiquement les entreprises vont ajuster leur production, pas beaucoup d'offres de biens, mais comme elles vont produire peu, elles auront besoin de peu de main-d'œuvre, ce qui fait que la demande de travail qui provient des entreprises sera faible, et donc on aboutira à du chômage. Alors en période de ralentissement de l'activité économique, ou voire éventuellement de léger recul du PIB sur 2 trimestres consécutifs, donc autrement dit en période de récession, l'État doit s'endetter pour bénéficier des effets du multiplicateur. Toujours un concept ici keynésien. Multiplicateur keynésien, c'est tout simple. C'est une variation de l'investissement public qui va générer une variation plus importante de la production. On voit bien ici que delta I, donc la variation de l'investissement, est égale à K fois delta Y. Donc K, c'est ce qu'on appelle tout simplement le multiplicateur keynésien. Et delta Y, donc c'est la variation du revenu, donc la variation globalement de la production. Ça veut simplement dire que quand les pouvoirs publics vont injecter de l'argent dans l'économie, un certain montant, imaginons qu'ils injectent 100 milliards d'euros, eh bien finalement, le montant global de production qui va en découler en plusieurs vagues sera supérieur aux 100 milliards d'euros investis à la base. En fait, c'est tout simple. Imaginez que les pouvoirs publics décident de fabriquer, je sais pas moi, on va dire un hôpital. Pour ça, ils ont besoin de 10 millions d'euros. Donc, ils vont injecter 10 millions d'euros. Ils auront besoin d'entreprises, ils auront besoin de travailleurs indépendants, etc. Donc, les entreprises, les travailleurs indépendants, etc. vont encaisser leurs 10 millions. Et bien évidemment, ils vont en dépenser une partie. Alors, ils vont en épargner une partie, mais ils vont en dépenser également une partie auprès d'autres entreprises, d'autres travailleurs indépendants. Imaginons qu'ils dépensent 8 millions. Mais ces autres entreprises, travailleurs indépendants, donc qui vont recevoir les 8 millions, vont également en épargner une petite partie, en consommer une autre, imaginons 6 millions, etc., etc. On voit que initialement les pouvoirs publics injectent 10 millions, mais on voit que par vagues successives, il va y avoir une production qui devra répondre à un investissement, une consommation de 8 millions, plus ensuite de 6 millions, plus après de 5, de 4, de 3, etc., etc. En fait, tout ça dépend de ce qu'on appelle techniquement la propension marginale à consommer. Donc en fait, quand les pouvoirs publics injectent de l'argent dans l'économie, ça va créer beaucoup plus de richesse que le montant qu'ils ont en fait initialement injecté. C'est tout simple. Je donne à quelqu'un 100 euros, en échange de quoi il me donne par exemple un vêtement. Cette personne va s'acheter avec ces 100 euros quelque chose qui vaut 90 euros, elle en met 10 de côté. La personne qui va encaisser les 90 euros va acheter à quelqu'un d'autre pour 80 euros. On voit que par vagues successives, finalement, il y a beaucoup plus d'argent qui va circuler que la somme initiale. Alors, une politique budgétaire de relance, ça fonctionne de la manière suivante. L'État va accroître ses dépenses, ça peut être en faisant des investissements publics, je sais pas, en fabriquant, en produisant du moins des hôpitaux, une bibliothèque nationale, des infrastructures de transport, de communication, comme on l'a déjà évoqué, en créant des postes de fonctionnaires éventuellement. Donc cela va augmenter le pouvoir d'achat des ménages, ainsi que la demande adressée aux entreprises. Qui dit plus de pouvoir d'achat, qui dit une demande plus importante adressée aux entreprises, dit que globalement la demande globale sera plus élevée. Si la demande globale est plus élevée, le niveau de production sera également tiré vers le haut. On aura besoin de travailleurs, donc on aura des créations d'emplois. On aura donc finalement une activité économique qui sera plus dynamique. Et comme l'activité économique sera plus dynamique, par résultat, les pouvoirs publics ils encaisseront plus d'impôts, plus de taxes, ce qui leur permettra justement de pouvoir retourner à l'équilibre budgétaire. En fait, ce qu'on a trop souvent oublié dans la logique keynésienne, c'était que pour Keynes, quand ça va mal, quand en période de récession, on creuse le déficit, on s'appuie sur le multiplicateur pour pouvoir sortir de la situation. Une fois que ça va mieux, on encaisse les impôts et les taxes et on s'en sert pour se désendetter. Donc, on se désendette quand ça va bien, on s'endette quand ça va mal. À l'inverse de la politique de relance, on a la politique donc de rigueur, autrement dit restrictive. Alors en présence de déficit budgétaire, d'une demande globale trop forte, qui d'ailleurs pourrait générer des pressions inflationnistes, l'État peut mettre en place une politique budgétaire de rigueur. Alors il va toujours jouer sur le levier recettes-dépenses, mais comme ici c'est de la rigueur, donc il va se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture, ça veut dire en fait qu'il va diminuer ses dépenses, donc moins de dépenses au niveau des missions, on a dit mission défense, mission enseignement, mission culture, etc. Et il va accroître ses recettes, augmenter ses impôts, augmenter les taxes, etc. Donc tout de suite, déjà, on aura une amélioration des comptes publics, évidemment. Mais, dans un deuxième temps, donc, on va avoir une diminution du pouvoir d'achat des ménages et donc de la demande adressée aux entreprises, ce qui va générer une diminution de la demande globale et donc un ralentissement de l'inflation.
il arrive bien effectivement à ce qu'il voulait, à savoir d'un côté rétablissement des comptes publics et de l'autre côté calmer un petit peu les pressions inflationnistes. Alors, dans un deuxième temps, on va voir la politique monétaire. La politique monétaire, déjà, il faut savoir qu'elle est entre les mains de la Banque centrale, qui, quant à elle, est indépendante du pouvoir politique. L'objectif principal, en tout cas dans la zone euro, de la politique monétaire, donc, c'est maîtriser l'évolution de la masse monétaire, limiter les pressions inflationnistes, ce qu'on appelle la stabilité des prix. Donc, quand on dit stabilité des prix, ça veut dire qu'il faut qu'ils augmentent environ de 2%. Bon, ça c'est l'objectif principal, hein, sachant qu'il y a des objectifs secondaires, hein, favoriser la croissance économique et l'emploi, en l'occurrence. Alors, pour pouvoir atteindre cet objectif principal de maîtrise des prix, hein, en fait, hein, de stabilité des prix, bon, la Banque centrale utilise deux types d'instruments. Les instruments dits conventionnels, elle va jouer sur les taux d'intérêt directeurs, sur le taux de réserve obligatoire, avec l'open market. Donc là, je vous invite à voir la vidéo donc sur le rôle des banques centrales. Et d'un autre côté, elle peut utiliser des instruments non conventionnels tels que le quantitative easing, que je ne développerai pas ici. Alors pareil, au niveau de la politique monétaire de relance, hein, expansionniste, hein, comme tout à l'heure, on aura politique monétaire de relance et après politique monétaire de rigueur. Donc elle a pour objectif de stimuler la demande globale. Alors comment? Tout simplement, la Banque centrale va diminuer les taux d'intérêt directeurs. Donc finalement, les banques vont emprunter sur le marché interbancaire à moindre coût, elles vont pouvoir se refinancer à un niveau plus faible, à un taux d'intérêt plus faible. Donc comme les banques empruntent de l'argent à un niveau plus faible, elles vont pouvoir en prêter aux entreprises, aux ménages, à un niveau plus faible, à un taux d'intérêt plus faible. Donc bien évidemment, les ménages, les entreprises seront contents de pouvoir s'endetter à un niveau plus faible, donc ils vont plus s'endetter, les banques vont accorder plus de crédits aux ménages, aux entreprises, donc on pourra plus consommer, plus investir, il y aura plus de demande globale, plus de production, et pour produire plus, il faut bien évidemment plus de personnes, donc ça crée des emplois. Petit bémol, il y a quand même un risque d'inflation dans cette histoire. La politique monétaire de rigueur restrictive, donc elle, c'est surtout pour maîtriser l'inflation, dans le cas présent. Donc la Banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt directeurs, les banques vont se refinancer à un coût plus élevé sur le marché interbancaire, donc quand elles vont accorder des crédits, elles vont aussi le faire à un taux d'intérêt plus élevé bien évidemment. Donc là, les ménages et les entreprises seront un petit peu moins incités à s'endetter, hein, puisqu'elles devront rembourser avec des taux d'intérêt débiteurs plus importants. Donc il y aura moins de volume de crédit accordé, la consommation et l'investissement va un petit peu se tasser, dans le pire des cas baisser, donc la demande globale pareil, elle va se tasser, dans le pire des cas baisser. Le côté positif, c'est que ça ralentit l'inflation. Bon, côté négatif, c'est qu'effectivement, le niveau de la demande globale risque de générer du chômage et moins de croissance économique. Alors il faut savoir que dans le cadre de la zone euro, les politiques conjoncturelles donc qui s'appuient sur la politique monétaire et la politique budgétaire sont contraintes. Elles sont contraintes pour la simple et bonne raison que la politique monétaire dans la zone euro se décide au niveau communautaire. Hein. C'est le système européen des banques centrales avec à sa tête donc la Banque centrale européenne et en dessous les banques centrales nationales qui fixent la politique monétaire. Et c'est donc, on va dire pour simplifier, la Banque centrale européenne qui fixe le niveau des taux d'intérêt directeurs. Les pays de la zone monétaire ne peuvent plus manier les taux d'intérêt directeurs. C'est-à-dire que si on a envie, par exemple, si on dit « Oh là là, il y a beaucoup d'inflation en France, vite, faut qu'on augmente les taux d'intérêt directeurs », on peut pas. C'est la Banque centrale européenne qui décide si elle le fait ou si elle ne le fait pas. Tout simplement. Au niveau budgétaire, alors, bon, les pays ont toujours leur politique budgétaire, alors qu'ils n'ont plus leur politique monétaire, mais par contre, la politique budgétaire est sous contrainte. Sous contrainte du pacte de stabilité et de croissance et sous contrainte de ce qu'on appelle la règle d'or. Alors, le pacte de stabilité et de croissance, il dit simplement la chose suivante, hein, il faut que le déficit public soit inférieur à 3% du PIB, et que la dette publique soit inférieure à 60% du PIB, pour les pays qui sont dans la zone euro. Et la règle d'or budgétaire, elle rajoute la contrainte suivante, autrement dit, le déficit budgétaire structurel doit être inférieur à 0,5% du PIB. Alors, j'emploie le mot contrainte, bon, alors c'est sûr que du point de vue des pays, ce sont des contraintes budgétaires, mais d'un autre côté, ça part aussi du bon sens. Hein. L'idéal, c'est même de ne pas être en déficit, c'est d'être en équilibre, idéalement même mieux d'être en excédent. Donc on voit que les politiques budgétaires de relance, donc qui sont d'inspiration keynésienne, sont un petit peu difficiles à mettre en place. Comment vous voulez creuser le déficit, vous endetter massivement pour relancer l'activité économique, si vous êtes contraint par le fait qu'on ne peut pas dépasser 3% du PIB en déficit public? Ça limite d'emblée, bien évidemment, les politiques budgétaires de relance.